Bonjour à toutes et tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire qui est consacré à la présentation des résultats du 8e baromètre fraude Alliance Trade DFCG. Donc, je me présente, je suis Christian Lavaux, je suis président du groupe Cyberfraude et Cybersécurité au niveau de la DFCG. Et je vais animer ce webinaire aux côtés de Claire Favre, qui est donc responsable partenariat événements externes chez Alliance Trade en France. Alors, pour commencer, une petite présentation de nos intervenants. Donc, nous aurons l'intervention d'Armel Raillard, qui est donc responsable souscription assurance fraude et cyber chez Euler Hermès Alliance Trade. Donc, Armel, vous êtes diplômé d'un DESS de finance d'Aix-Marseille. Vous avez débuté votre carrière professionnelle chez Alliance Trade et après plusieurs années dans la gestion du risque, vous avez fait le choix de vous tourner vers la fraude, enfin vers la gestion de la fraude, et vous occupez le poste de responsable souscription fraude et cyber. Et donc vous êtes aujourd'hui l'experte fraude et cybercriminalité pour le compte d'Alliance Trade. Également Monsieur Bruno Nicoulot, donc vous êtes agrégé d'économie et de gestion comptable et financière, ancien élève de l'ENA. Vous êtes haut fonctionnaire du ministère de l'Économie et des Finances, excusez-moi, économiste spécialisé en lutte contre la fraude et blanchiment, Certified Fraud Examiner, et vous êtes aujourd'hui préfigurateur du nouveau secrétariat général de la Caisse de garantie du logement locatif social. Nous accueillons également Monsieur Aurélien Humbert. Donc vous êtes Monsieur Humbert, directeur général associé du groupe Louten, donc un groupe de négoce de fourniture industrielle de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 120 personnes, et ceci depuis 2011. Vous avez un background avec un DESS en automation et organisation industrielle et un MBA Global Executive Management. Vous avez commencé chez Renault et ensuite vous avez donc investi pour accéder à la direction générale de Louten. Enfin, Madame Séverine Bienfait, donc vous êtes responsable trésorerie et comptabilité fournisseur, cash et account payable du groupe Aldes. Donc vous avez commencé votre carrière dans une société de distribution d'eau et donc vous avez intégré le groupe Aldes en 2007, donc à ce poste. Et Aldes est un groupe français à taille humaine spécialisé dans la qualité de l'air intérieur. Donc voilà pour la présentation de nos intervenants. Donc notre webinaire va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, un premier temps consacré à la présentation des résultats à proprement parler avec Armel Raillard, et ensuite nous aurons une intervention de nos différents spécialistes permettant de réagir à ces résultats et de présenter également leur analyse et leur retour d'expérience par rapport au risque de fraude. Donc Armel, je me tourne vers vous donc pour la présentation du baromètre. Et la première question que je voulais vous poser, c'est quelles sont à votre avis les grandes tendances de ce baromètre de 2022? Qu'est-ce qu'il faut retenir en synthèse? Déjà, bonjour à tous. Pour répondre à cette question, donc les grandes tendances, ce qui en ressort donc, dans le cadre de ce 8e baromètre, c'est que les tentatives de fraude se maintiennent à un niveau élevé et progressent même encore par rapport à l'année dernière, puisqu'on est en progression de 4 points, ce qui semble un peu étonnant, effectivement, quand on voit que chaque année, ces tentatives d'attaque ne font que progresser. Et l'autre point également qui ressort, c'est que les probabilités de succès augmentent. C'est peut-être le fait le plus significatif, puisque si les attaques ont considérablement progressé depuis avril 2020, à savoir donc post-premier confinement, on voit que les fraudes sont de plus en plus sophistiquées et de plus en plus difficiles à détecter, d'où les probabilités de succès qui augmentent. Ce qui explique en fait ce phénomène, c'est pleinement le télétravail qui a généré des vulnérabilités humaines, des vulnérabilités informatiques, avec parfois des mises à jour de sécurité qui ont été moins respectées. On reste sur cette même tendance, même si ça a été soudain en 2020, mais globalement, la prolifération d'objets connectés
représente autant de failles par rapport à cette menace qui reste globalement sous-évaluée, et les fraudeurs exploitent pleinement ces vulnérabilités. Ce que l'on voit également, c'est que 63 des entreprises ont observé une augmentation des tentatives de phishing. C'est peut-être l'occasion de rappeler, de dire ce que c'est que le phishing. En fait, le phishing, le terme français, c'est l'hameçonnage. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un mode opératoire qui consiste à envoyer des emails, des SMS ou des appels, en fait, qui semblent provenir de sources fiables. Et l'objectif, c'est d'obtenir des informations personnelles, des données de l'entreprise ou d'inciter les utilisateurs à les mener à faire quelque chose et aller au bout d'une opération. Donc en fait, c'est une technique qui combine ingénierie sociale et stratagème technique. On a également donc un autre mode opératoire qu'on appelle le harponnage ou le spear phishing, qui n'est rien d'autre qu'un phishing, mais qui est beaucoup plus ciblé. Et l'idée est de falsifier la section d'un email et la provenance. Et de cette façon-là, on a l'impression que cet email a été adressé par une personne que l'on connaît. Et c'est là qu'on reboucle en fait sur le nombre de fraudes avérées qui progressent. Alors, Mel, il semble que nous ayons un problème technique. Alors, vous m'entendez toujours? Oui, on vous avait un peu perdu. C'est parfait maintenant. Ah, d'accord. Voilà. Ça On prouve s'est que c'est. interrogé. Voilà. Je vous écoute, Christian. Je disais, c'est la preuve que nous intervenons en direct. On a même les cafouillages de son. Voilà. Et de technique. C'est du live. Donc, si on poursuit, on s'est interrogé sur le slide suivant, on s'est interrogé dans le cadre de cette étude pour voir si l'invasion en Ukraine, globalement, avait un impact, puisqu'on a clairement dit que certains pays pouvaient être à l'origine d'un certain nombre d'attaques. Alors on peut dire oui et non. Si il apparaît dans le cadre de cette étude, c'est que 86 des entreprises françaises n'ont pas constaté de recrudescence particulière. Ça signifie quand même à l'inverse qu'on a quand même donc 14 des entreprises qui ont constaté une augmentation des attaques informatiques. Si l'on cible une certaine catégorie d'entreprises, et notamment les grandes entreprises, on est avec une progression par rapport à ce chiffre qui est de plus de 10 points, donc avec 25 des grandes entreprises qui, elles, au contraire, ont constaté une progression des attaques. Et là, on vient donc en lien avec ce qui ressort du baromètre en termes de secteur d'activité. Si on cible les entreprises qui sont dans le secteur des services, la progression est plus importante encore puisque c'est une progression de presque 20 points pour ces entreprises spécifiquement dans le secteur des services avec beaucoup de flux dans le négoce. Une autre interrogation, nous avons interrogé les entreprises au niveau du slide suivant pour savoir, donc vous avez dû en entendre parler, c'est ce qu'on appelle l'alerte Log4j, qui est considérée comme une des failles les plus critiques jamais découvertes. Donc cette faille a été découverte le 24 novembre et a été publiée et rendue publique le 9 décembre. En fait, elle affecte la bibliothèque de journalisation et beaucoup d'entreprises ont des serveurs informatiques qui tournent sous Java, donc beaucoup ont été affectés.
il apparaît qu'au tout début de l'attaque, il a été constaté plus de 100 attaques par minute depuis cette publication, et au bout de 72 heures, il était constaté plus de 800 000 attaques. Donc un suivi qui a été fait par rapport à cette faille et par rapport à ces risques, hein. On a quand même certains pays, et notamment le Canada, qui ont fermé de manière préventive tous leurs sites gouvernementaux. Enfin, près de 4000 sites gouvernementaux ont été fermés. Si on fait le constat, pour voir si, avec le temps, le risque cyber et le risque de fraude s'est renforcé, il apparaît qu'en fait, que de nombreuses entreprises, plus du tiers des entreprises, ont renforcé leur dispositif de sécurité. Et ce qui fait que, au moment où nous avons interrogé les entreprises, c'est-à-dire à peu près 4 à 5 mois après la découverte de cette attaque, on est sur un nombre globalement assez réduit d'entreprises qui ont constaté et qui ont subi des attaques informatiques. Armelle, je te coupe. Je vois qu'il y a des participants qui n'ont pas de son. Donc, je suis en train de demander si c'est général ou si c'est seulement 2 participants. Bon, ok, alors il y a seulement 2 participants qui n'ont pas de son, donc c'est que ça vient pas de nous, donc tu peux continuer. D'accord. Dans le cadre de cette étude, on s'est interrogé également pour voir si on pouvait parler de nouveaux mécanismes de fraude. Et on voit globalement qu'on reste sur des modes opératoires qui restent assez classiques. Dans un premier temps, l'idée, c'est de s'introduire dans les systèmes de données de l'entreprise via le phishing que nous avons évoqué tout à l'heure. Récolter donc les données sur un utilisateur pour 2 finalités. Soit constituer une attaque cyber en tant que telle, soit en fait le cyber dans ce cadre est également un moyen et un outil au service de l'ingénierie sociale, et qui permet donc de développer des scénarios d'usurpation d'identité qui sont de plus en plus crédibles, et donc d'accroître l'efficacité des fraudeurs. Donc voilà, en synthèse, on a soit une attaque cyber, soit une attaque qui a pour une finalité cyber avec un ransomware, ou le fait de monnayer les données, soit le fait de constituer une attaque cyber pour constituer une usurpation d'identité. Dans les modes opératoires sur l'usurpation d'identité, on a en fait l'ordinateur de l'attaquant qui va prendre le contrôle du serveur du client. Là, on est dans la situation de ce qu'on appelle du man in the middle, donc c'est l'attaque de l'homme du milieu, si on traduit de façon littérale, où le pirate va s'insérer dans les communications entre 2 parties et donner l'impression à la personne qui subit cette attaque de rester, d'être toujours en contact avec son partenaire. Et c'est un mode opératoire qui est extrêmement efficace et extrêmement trompeur pour l'entreprise et pour le collaborateur qui n'est plus en contact et qui n'est plus connecté avec son partenaire. Et de cette... Oui, Armelle, je me permets de vous Oui, interrompre. Vous m'entendez bien? oui, je vous entends. Oui, j'ai eu un problème technique. Là, je me suis reconnecté depuis mon téléphone.
Justement, par rapport à ces nouveaux mécanismes de fraude, est-ce que vous considérez qu'il y a une accélération du nombre de mécanismes qui apparaissent par rapport à ce qu'on a connu avant? Est-ce qu'il y a vraiment une recrudescence de vraies nouveautés ou est-ce qu'on est sur un train régulier? On est globalement sur un trend qui est plutôt régulier. Le fait notable, c'est l'efficacité et même si le scénario reste globalement le même, l'efficacité et la sophistication de la façon dont sont réalisées ces fraudes font qu'elles sont de plus en plus difficiles à déceler pour l'entreprise qui est ciblée. D'accord. Et ça, c'est le fait le plus important. Donc, dans le cadre du faux fournisseur, pour n'en citer que quelques-uns, le faux fournisseur où l'opération en fait consiste à modifier l'IBAN du partenaire et du fournisseur de façon à ce que le paiement soit réceptionné sur ce nouveau compte. Et dans certains cas, on incite l'entreprise qui est fraudée et le collaborateur à modifier le RIB. Ça, on peut imaginer que c'est peut-être ce qui est le plus facile à déceler. Mais dans d'autres cas, et dans ce que j'évoquais sur des modes opératoires qu'on appelle man in the browser, qui est donc l'installation d'un logiciel malveillant, ou le man in the middle, où on est dans le fraudeur qui s'immisce dans la connexion entre les deux partenaires, où là, l'IBAN est modifié à son insu. Et donc, et ben là, dans ce cas-là, l'entreprise qui est fraudée, le collaborateur, n'a aucun moyen de contrer ce type d'attaque et ne peut que subir, et le virement part sur ce nouvel IBAN avec peu de chances de récupérer, et avec les tentatives de récolte, très peu de chances de récupérer les fonds. Là, on parle beaucoup, en fait, depuis le début de cette présentation, on parle beaucoup de cyber et d'usurpation d'identité. Il est quand même important de rappeler que la fraude interne, même si la presse n'en parle jamais et qu'on a le sentiment que ça n'arrive jamais, puisque c'est une vraie trahison et il est très difficile pour les entreprises d'en parler, la fraude interne reste un risque majeur pour les entreprises. Je vous donne un chiffre au niveau donc de l'ère Hermès d'Allianz Trade. Plus de 2/3 des indemnisations sont du fait de fraude interne. Donc c'est un chiffre assez important et ça montre que les préjudices en termes d'intensité les plus importants restent la fraude interne, avec des modes opératoires qui sont extrêmement variés. Et est-ce qu'on peut dire qu'il existe un profil type d'entreprise qui vont être ciblées ou est-ce que c'est au hasard? Alors, on ne peut pas parler de hasard en fait, puisqu'on voit clairement que les fraudeurs vont cibler globalement les entreprises qui ont plus d'argent. Et on a évoqué tout à l'heure que les attaques se situaient, les tentatives de fraude ou fraude avérée, donc on était sur 69% pour les tentatives de fraude. Si on voit pour tout type d'entreprise, si nous ciblons les entreprises qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires, ce chiffre se monte à 91%, donc c'est juste assez considérable. Et pour des entreprises dans le segment juste en dessous, donc plus de 50 millions, entre 50 et 100 millions, on est sur des tentatives de fraude pour ces entreprises-là qui sont à des niveaux beaucoup plus élevés que la moyenne, donc avec 77%. Donc il y a vraiment un focus pour les fraudeurs et un profil type, c'est clairement la taille de l'entreprise et en termes de secteur d'activité également,
on voit que les secteurs les plus visés sont les secteurs du service et du commerce et distribution, par rapport au fait qu'il y ait des flux importants et la possibilité de bloquer des données et de constituer également des usurpations d'identité. Donc clairement, à cette question-là, la question que vous avez posée, Christian, il y a un profil type et des entreprises qui sont ciblées sont assez identifiées, et les fraudeurs ciblent particulièrement les grandes entreprises. D'accord. On peut peut-être se poser la question Oui, de savoir. oui, à moins que vous souhaitiez effectivement apporter un compliment sur ce profil type, mais je pense que votre analyse est complète. Comment est-ce qu'on peut se préparer en fait quand on est en entreprise, en prévention, en détection, pour déjouer d'éventuelles attaques? Est-ce qu'il y a de bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des recettes que vous préconisez? Alors, les recettes qu'on préconise, c'est en numéro 1, c'est la prévention. Mhm. Et quand on parle de prévention, en fait, on parle notamment des collaborateurs. On a coutume de dire que l'humain, c'est à la fois le maillon fort et le maillon faible de l'entreprise. Et si on parle régulièrement de ces sujets, on sensibilise les collaborateurs, cela permet pour la direction et l'entreprise de faire en sorte qu'il y ait des réflexes par rapport à des modes opératoires qui peuvent être, dans certains cas, déjouables et repérables, même si, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, certaines ne le seront pas. Mais il y a quand même globalement, il y a la possibilité, via le collaborateur, de protéger l'entreprise. Au niveau des procédures également, le fait d'avoir un principe de séparation de tâches avec un workflow de validation, même si ce n'est pas toujours évident pour des petites entreprises, mais ça reste globalement le meilleur moyen de protéger l'entreprise par rapport à de la fraude externe et également de la fraude interne, et d'avoir différentes personnes qui valident des procédures de contrôle. Et on le verra également par la suite, de nombreuses fintechs se sont développées par rapport à des authentifications d'IBAN, et ce sont autant de moyens qui peuvent être utilisés pour protéger l'entreprise. Sur des aspects techniques également, on aura beau utiliser le matériel dernier cri, si on a un de ses collaborateurs qui utilise un mot de passe évident, type 1, 2, 3, 4, cela ne sert à rien, ce sera quand même un échec. Donc l'idée est clairement pour les entreprises de travailler sur toutes les couches techniques, internes, pour se protéger, cartographier les risques et intégrer pleinement le risque de fraude, et que cela soit intégré dans l'ADN des entreprises. Le dernier aspect, on vient avec des aspects d'assurance, et en 2021, donc à la suite de la recrudescence des fraudes constatées depuis mi-2020, que les contrats cyber ont été beaucoup plus souscrits par les entreprises, avec une progression qui est de 14% selon l'étude de l'AMRAE. Et enfin, des entreprises qui ont alloué des budgets qui sont en progression pour se protéger par rapport à ce risque de fraude. Donc clairement, le constat, ce sont les réactions humaines qui ont permis de déjouer, quand on parlait des collaborateurs, qui ont permis de déjouer les fraudes. Et dans un tiers des cas, les procédures de contrôle interne, et également les aspects techniques
éviter une obsolescence informatique et faire en sorte d'être avec des outils informatiques qui sont efficients et qui ne sont pas j'allais dire, des passoires informatiques. En termes de préjudice, en se protégeant par rapport à des fraudes, on peut les préjudices, on voit qu'ils sont tout type. Ils sont financiers, ça c'est le premier des points, avec des détournements de fonds ou de marchandises, donc un impact qui peut être assez considérable pour les entreprises. Financiers également, avec des attaques cyber et les ransomware. On en entend davantage parler dans la presse avec des préjudices qui peuvent être extrêmement importants et des demandes de rançon qui sont extrêmement conséquentes. Et également le fait de subir des amendes dans le cas de diffusion de données sensibles sur le net. Donc, se prémunir par rapport à ces fraudes, c'est protéger l'entreprise par rapport à un risque financier qui est globalement extrêmement large. On est également sur des risques de cessation d'activité avec une interruption partielle ou totale de son activité. Et donc là, effectivement, un impact financier et un risque de défaillance qui atteint des niveaux élevés post-attaque. Après tout ce qu'on a évoqué, la notoriété et la réputation, ça semble moins important, mais commercialement, il y a un risque commercial de réputation et en lien avec la défiance des partenaires commerciaux qui peuvent éviter de s'adresser à votre entreprise si on sait qu'il y a un risque financier ou un risque de notoriété dans le cadre de leurs opérations commerciales. D'accord. En synthèse, peut-être ? Oui, bien entendu. Peut-être donc ce que l'on doit retenir de cette étude, de façon assez brève, ce qui apparaît, c'est qu'il y a clairement un profil type au niveau des entreprises qui sont ciblées. Ce sont clairement les grandes entreprises avec les chiffres que l'on a évoqués, donc 9 entreprises sur 10 qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions a été victime d'une tentative de fraude. En termes de secteur d'activité, ce sont clairement donc le secteur des services et le secteur du négoce qui sont particulièrement ciblés. L'usurpation d'identité, donc liée à une attaque cyber, puisqu'on utilise obligatoirement des moyens informatiques pour constituer cette usurpation d'identité, est le mode opératoire qui est préféré des fraudeurs. Et on a pu voir que la fraude aux faux fournisseurs représente 45% des types d'attaques, donc avec des détournements de fonds. En termes de prévention, la sensibilisation reste le moyen, bien évidemment, à privilégier, même si, effectivement, le recours à l'assurance permet de se protéger à double titre contre la récurrence des fraudes et contre l'intensité des fraudes, quand on sait que la solvabilité ou la pérennité des entreprises est menacée avec un risque de défaillance qui augmente à minima de 50% dans les mois qui suivent une attaque. Et enfin, le fait d'avoir un plan d'urgence à activer et un mode opératoire à respecter de façon simple, d'avoir le numéro de téléphone de son banquier et comment procéder et d'avoir un plan de secours au niveau de l'entreprise. Enfin, les derniers points, au-delà des collaborateurs, ce sont les procédures internes et les procédures et les dispositifs techniques qui permettront
à l'entreprise d'éviter, si possible, les attaques et que ces tentatives ne deviennent pas des fraudes avérées avec des préjudices importants. D'accord. Claire, je vous passe la parole et je vous souhaite une très bonne fin de table ronde. À bientôt. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je vais prendre la suite pour qu'on puisse recueillir les témoignages de Aurélien Imbert et Séverine Bienfait. Merci beaucoup à Armelle et Bruno pour leurs précédentes interventions. Et suite à cette table ronde, on prendra les questions qu'il y aura dans le chat. Alors, ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, c'est que Séverine et Aurélien, vous puissiez présenter l'activité de vos entreprises respectives avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour que l'auditoire soit un petit peu au fait de ce que chacune de vos entreprises font. Séverine, je vous laisse commencer. Oui, avec plaisir. Bonjour, Séverine Bienfait. Donc, Aldes est un groupe qui faisait en 2021 un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et cette année, avec une croissance externe qui va atteindre quasiment 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, qui est dans le secteur de la qualité d'air intérieur, tout ce qui est ventilation, protection incendie, un petit peu d'aspiration centralisée. Voilà, on a l'habitude de dire qu'on mange bio. Ce serait bien que tout le monde comprenne qu'il faut respirer bio maintenant. Et vous pouvez le faire grâce au système Aldes. D'accord. Et Aurélien? Bonjour à tous. Donc nous, Société Loten, on est dans le négoce de fourniture industrielle. Donc nos clients aujourd'hui, c'est uniquement des grandes institutions type Arcelor, DF. On a quelques quelques clients artisans et PME. Et nous, l'enjeu, il est assez fort au niveau du détournement, de la cyberattaque, dans le sens où on sera tout de suite impacté au niveau trésorerie ou au niveau activité, compte tenu qu'on a énormément de flux avec des marges relativement faibles. Et donc, si on vient impacter sur notre système d'information, soit notre trésorerie, ça peut vite s'élever à des montants importants et qui déstabiliseraient l'entreprise. D'accord. Justement, effectivement, la première question, c'était quels sont les grands enjeux que je souhaitais vous poser, c'était quels sont les grands enjeux de vos entreprises face à la fraude et la malveillance informatique. Peut-être, Aurélien, si vous pouvez refaire un peu brosser un peu le panorama des enjeux chez vous, et après on parlera de Séverine. D'accord. Moi, les enjeux, je me répète, c'est financier et fonctionnel. Dans le sens où aujourd'hui, les attaques qu'on est susceptible de subir, c'est effectivement du détournement de trésorerie par le biais de fraude au président. Et là où on est encore beaucoup plus sensible, c'est sur notre système d'information qui viendrait, comme on est multi-agence, on est centralisé sur un serveur unique et la fermeture de serveurs par une attaque, que ce soit ransomware ou autre, malveillante, viendrait totalement bloquer notre activité. D'accord. Et chez vous, Séverine, quels sont les grands enjeux chez Aldes? Les grands enjeux, c'est vraiment de ne pas mettre l'entreprise en péril, vraiment de protéger l'entreprise des fraudes internes et externes, parce qu'effectivement, on peut avoir les deux, puisque donc, Aldes conçoit, fabrique et commercialise. Donc, si on avait un gros souci, on pourrait même arrêter la fabrication, ce qui serait très ennuyeux. Voilà. Et au niveau des départements, en fait, on est vigilant sur tous les départements de la société et on a même créé une cellule contrôle interne. Alors justement, dans vos organismes, j'imagine que vous avez des process pour identifier le risque de fraude. Donc là, Séverine, vous disiez que vous aviez des organismes internes. Comment est-ce qu'ils fonctionnent et est-ce que vous avez d'autres techniques pour identifier un risque de fraude? Oui, alors là, donc, je suis avec ma collaboratrice Mathilde Brun, parce qu'on travaille vraiment ensemble là-dessus. Donc, on a plusieurs choses. On a un logiciel qui permet de vérifier le couple IBAN-Sirène. Donc,
On peut vérifier sur toute l'Europe et même une partie du monde. Donc ça, aucun virement ne sort de chez nous en Europe, y compris sur les filiales, sans être passé par ce logiciel de vérification IBAN Sirène. Et puis, on a un logiciel de trésorerie. Je vous laisse parler avec dans lequel nous avons mis en place des workflows de validation. Donc, les virements ne sortent que s'ils ont été validés par nous, au service trésorerie, et par le directeur de la filiale, et après, une dernière validation par nous avant l'envoi à la banque. D'accord. Et alors, chez Lucan Industries, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour lutter contre le risque de fraude? Alors, déjà, nous, c'est vrai que nous, on est une PME, hein, donc les moyens, ils sont quand même plus limités. Donc, nous, aujourd'hui, d'un point de vue structurel réseau, on a un contrat avec Orange Cyberdéfense, qui régulièrement font des tests d'intrusion chez nous, des tests justement de cyberattaque pour nous sensibiliser sur les différentes défaillances qu'on est susceptible d'avoir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 2 ans et demi. Donc, qui, bon, je croise les doigts aujourd'hui, a l'air de porter ses fruits compte tenu qu'on n'a pas eu cette problématique-là. Et au niveau en fait, des autres fraudes, donc tout ce qui est fraude au président, nous on est sur une double validation des règlements. Et tout ce qui est fraude au RIP, c'est pareil, il n'y a aucune modification de RIP qui ne peut être validée par un des 2 associés. D'accord. Après, on a un système qualité en place où on a intégré donc ce risque-là, qui est un risque fort pour l'entreprise, qui fait qu'on a ajusté nos procédures. Et donc, les procédures vont très loin. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un nouveau client, il y a forcément une vérification physique à la fois du point de livraison et à la fois de la personne, avec un listing de personnes susceptibles de travailler avec nous. En fait, on a régulièrement subi des fraudes qui font régulièrement, on ajuste un petit peu nos process de vérification. D'accord. Mais alors justement, vous avez été victime de quel type de fraude? Oula, on est des gros clients à la fraude apparemment. Bon, on a des petites fraudes, hein, des gens qui viennent, qui font de l'usurpation d'identité sur des ventes comptoirs, qui étaient des anciens collaborateurs qui viennent, qui prennent du matériel et qui s'en vont. Donc, on est sur du détournement de matériel. On a eu le cas mais là, on a réussi à la déjouer où mon associé s'est fait pirater son ordinateur et a vu en live des virements partir sur des comptes offshore. Donc là, on a rapidement tout déconnecté, appelé les banques, c'était HSBC qui ont extrêmement bien réagi, on a réussi à récupérer l'argent. Ça, c'était il y a 6 ans. Hein. Donc, à chaque fois, on ajuste. Hein. Là, dernièrement, lors d'une croissance externe, on a fait une acquisition d'une entreprise donc, qui n'avait pas tous nos process. On a eu un gros détournement de marchandises par une usurpation d'identité client. Donc, un client qui est arrivé par le biais d'un fournisseur sur une consultation, qui s'est fait passer pour EDF, en maîtrisant bien les procédures d'EDF, totalement, hein, soit documentaire et réglementaire. Donc ça, on est passé du devis jusqu'à la livraison du matériel, sauf que compte tenu que le matériel, c'était dans les périodes de fête, il y a eu des décalages de livraison, le client a dit qu'il était susceptible d'annuler la commande, mais les équipes de cette structure-là ont un peu paniqué. Le client a dit qu'il avait trouvé une solution, mais qu'il voulait faire une livraison ailleurs, et compte tenu qu'on était le 23 décembre, ils ont fait la livraison ailleurs et le matériel a disparu pour 100 000 euros. Voilà. C'est quand même des montants assez conséquents pour nous. Et puis, au niveau cyberattaque, on a eu, toujours sur cette structure-là, qui est 100% cloud, avec un prestataire sur Toulouse assez connu. Ils ont subi une ransomware, c'est-à-dire que pendant une semaine, on n'a plus de logiciel d'information. Cette société n'a pas pu travailler. Mais bon, là, c'était indépendamment de notre volonté, mais malgré tout, ça a permis de nous sensibiliser sur un point, sur le fait que 100% de nos données, les données de cette activité-là, parce que c'est dans le cadre d'une croissance externe où on n'avait pas mis en place nos procédures, cette structure-là n'avait pas de sauvegarde interne de ces données. En fait, se sentait rassuré parce qu'il était 100% dans le cloud en disant aujourd'hui, c'est plus moi qui maîtrise mes données, mais je confie la sécurité à un tiers. Et le fait est, c'est que ce tiers était défaillant et ça a montré un peu la limite de ce système-là.
Donc, c'est un vrai sujet d'actualité chez nous. Et nous, par le biais d'AE Group, on a été sensibilisés à ce problème-là, justement, il y a 6 ans, quand on a eu ce problème de détournement de trésorerie. Et on a souscrit une assurance il y a 6 ans. Et on en est bien content. D'accord. Alors, on y viendra après. Chez vous, Séverine, du coup, comment est-ce que vous identifiez un risque de fraude et comment est-ce que vous éventuellement le prévenez au sein de votre structure? Alors, chez nous, donc, on a cette plateforme. Enfin, on utilise pas mal les outils. Chez nous, il y a des process, mais il y a surtout des outils. Ensuite, process. Une personne ne peut rien faire toute seule. C'est toujours la question des 4 eyes. Donc, tout est vérifié, y compris tout ce qui est rapprochement bancaire. Et puis ensuite, au niveau informatique, alors ça, c'est pas moi du tout, mais par exemple, typiquement, vous pouvez pas créer l'adresse séverine.bienfait@aldes.com. Normalement, ça, c'était possible avant. D'ailleurs, on a eu pas mal de choses de fraude au président. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ça, c'est bloqué par l'IT. Alors, je ne sais pas comment, mais donc j'ai vu cet été, on a eu des tentatives et ils essayaient de m'envoyer un mail stanislas.lacroix@aldes.com et ils m'appelaient toutes les 5 minutes parce que le mail ne passait pas et ils ne comprenaient pas pourquoi. Voilà, donc on a pas mal de choses au niveau IT et au niveau trésor et compta, en fait, puisque la cellule contrôle interne est au niveau de la comptabilité générale. D'accord. Donc, si je résume un petit peu, donc chez vous, Aldes, vous avez choisi de plutôt travailler sur la prévention en sécurisant un certain nombre de choses. D'après ce que je vois chez Luten, c'est peut-être plutôt en réaction parce que l'activité fait que vous n'avez pas d'autre choix de fonctionner comme ça. Après, on s'informe énormément par le biais de nos partenaires, comme vous, entre autres, et on sensibilise nos salariés. En fait, tous les salariés en risque aujourd'hui, dès qu'on identifie un risque, effectivement, on essaye d'anticiper et mettre. Après, malheureusement. Alors, du coup, justement, comment est-ce que vous faites pour essayer d'anticiper ou prévenir les collaborateurs à risque? Déjà, comment est-ce que vous les avez identifiés? Et puis, quels sont peut-être les process que vous avez mis en place? En fait, c'est uniquement de l'information. C'est vrai que le souci, c'est que beaucoup d'entreprises ont tendance à très peu communiquer sur la fraude qu'ils subissent. Et ça, pour moi, c'est dommageable parce que à partir du moment qu'on est informé, qu'on est dans des réseaux et qu'on a l'information, effectivement, on peut y intégrer un process. La fraude au président, par exemple, nous, on ne l'a jamais subi. Tout simplement, c'est le premier jour où on en a entendu parler. On s'est bien assuré que notre système faisait que nos collaborateurs, un, étaient informés et deux, notre système de double validation faisait que cette fraude-là était écartée. Au niveau de nos pare-feux, c'est pareil, ou notre système de mail, il y a eu on a bloqué par exemple tous les mails entrants qui sont pas originaires de l'UE. C'est des petites choses toutes bêtes. On est sur un VPN. Aujourd'hui, nos commerciaux peuvent se connecter sur notre réseau depuis chez eux, notamment avec le développement du télétravail. Aujourd'hui, on a identifié chaque zone de là où ils se connectaient et toutes les autres zones sont exclues pour éviter effectivement. Donc c'est vraiment effectivement de la communication et après de la sensibilisation au niveau des équipes sur les risques dès qu'ils sont connus. D'accord. Et chez Aldes aussi, vous avez mis en place ce type de communication, de sensibilisation auprès des collaborateurs au-delà des outils que vous avez? Oui, énormément. On a beaucoup travaillé là-dessus avec Mathilde. Donc, dans un premier temps, on participe au parcours d'intégration. Donc, on a un parcours d'intégration qui est assez extraordinaire chez Aldes. Il y a une visite des usines, chaque personne. Mais c'est assez intéressant. Enfin, ça bouge. Voilà, les gens ne s'endorment pas. Et il y a une partie sensibilisation sur la fraude. Donc là, je fais une demi-heure sur la fraude au président, la fraude aux images. Je leur présente la plateforme de vérification pour qu'ils comprennent bien que voilà, rien ne va passer. On fait également une sensibilisation au niveau des responsables financiers du monde entier, puisque nous, on est présent également en Chine, Canada, USA, Dubaï. Donc là, une fois par an, on les réunit à Lyon et là, je resensibilise en plus des sensibilisations que l'on a régulièrement.
Et puis, sensibilisation aussi, là, au niveau du siège, très régulièrement, au niveau de la DAF, bien évidemment, parce que c'est souvent la DAF qui est visée. On fait des rappels, et puis, donc, on demande aux filiales d'utiliser la plateforme de vérification IBAN Sirène, enfin, Identification Number. Et ça leur montre que quand ça sort rouge, il y a un problème. Donc, en fait, ça sensibilise également. D'accord. Ok. Alors, on l'a vu avec l'intervention d'Armel et de Bruno, les fraudeurs sont imaginatifs, ils sont de plus en plus techniques. Donc, malheureusement, il y a encore des cas de fraude qui apparaissent. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez peut-être témoigner de vos réactions. Enfin, comment est-ce que ça se met en place en interne une fois qu'il y a une fraude qui a été détectée, pour l'arrêter le plus rapidement possible, pour en limiter l'impact et peut-être pour en tirer les enseignements nécessaires. Donc, chez Aldès, on a eu des tentatives de fraude, mais jamais de fraude avérée. Donc, nous, en revanche, ça a commencé en 2010. Donc, on est assez aguerris. Nous, la fraude au président, elle a commencé en 2010. Mathilde donc, a été appelée. Nous, on a quand même essuyé les plâtres. Et là, on a compris qu'il fallait réagir rapidement. Alors, au début, je ne vous cache pas qu'on n'a pas compris ce qui nous arrivait. On a appelé le DRH, le DAF, bien évidemment, tout le monde. Et puis, au fil du temps, on a compris. Et donc, les fraudes réelles, on n'en a pas eu. De toute façon, la banque, dites-vous bien que la banque, si vous ne les appelez pas dans les 10 minutes, une fois le virement parti, c'est plus la peine de les appeler. Parce qu'une fois que le virement est arrivé sur un compte, puisque tout ça se fait chez eux par web banking, il est immédiatement transféré sur un autre compte, et ensuite, immédiatement, ils peuvent le transférer comme ça jusqu'à 5 ou 6 fois, donc dans la demi-heure. Donc, les fonds partent très loin. Donc, de toute façon, la banque, il faut l'appeler dans les 10 minutes. Ce n'est pas la peine de croire que vous allez l'appeler même le soir même ou le lendemain. Ça, c'est faux. Donc après, chez nous, c'est vraiment de la sensibilisation des process et des outils, parce qu'une fois que les fonds sont partis, je ne crois pas qu'on puisse les récupérer. D'accord. Et alors, chez Looten, comment ça s'organise s'il y a une fraude qui est détectée? Nous, la fraude la plus récurrente qu'on subit et qu'on arrive à bloquer, c'est le détournement de marchandises, en fait. Donc aujourd'hui, dès qu'il y a un doute ou on sort de notre process, aujourd'hui, vous avez les chefs de service qui doivent vérifier physiquement soit les interlocuteurs, soit les dépôts, avec une validation des documents par notre service financier, qui recontacte par le biais d'un autre contact. On essaie de toujours croiser les contacts, en fait, tout simplement, en disant, est-ce que cette commande-là est bien enregistrée dans votre système, oui ou non? Et en fait, quand il s'avère que c'est non, et là, c'est tout simplement plainte. On passe régulièrement notre temps à aller au service de police pour déposer plainte avec les éléments et après qui enquête. D'accord. Et en termes de communication, alors j'ai bien compris qu'effectivement, vous aviez beaucoup de communication en interne pour expliquer le risque de fraude à vos collaborateurs. On le voit quand même que les entreprises ont des difficultés à communiquer à l'externe, ce qui malheureusement pourrait servir d'enseignement ou d'exemple à d'autres entreprises. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de faire des communications externes sur les fraudes que vous avez subies pour alerter d'autres entreprises qui ont le même secteur d'activité ou la même structure que la vôtre? Nous, on fait partie d'un réseau d'indépendants, effectivement, qui s'appelle Socoda. Et par ce biais, effectivement, on fait il y a eu une sensibilisation de tous les chefs d'entreprise sur effectivement ce risque numéro 1 et on a intervenu à ce titre-là parce que on s'est avéré lors de cette table ronde et de cette conférence que effectivement c'était un risque récurrent dans notre métier et aujourd'hui il y a une charte sécurité qui s'est mise en place
pour justement venir bien bloquer les process et sensibiliser nos clients grand donneurs d'ordre, parce qu'en fait, la problématique, c'est qu'un EDF aujourd'hui ne fait rien contre ces fraudes-là. Il sait qu'on usurpe son identité, mais ne met pas forcément des choses en place pour l'éviter. Et ça, aujourd'hui, on est en train d'essayer de combattre ça. D'accord. Et chez Aldes, peut-être? Nous, on communique pas mal entre trésoriers par le biais de la FTE. Lorsqu'on se voit bien évidemment, mais on n'hésite pas à s'appeler, s'envoyer des mails lorsqu'on a une fraude. Donc oui, on essaye de partager l'extérieur. Et avec nos clients et fournisseurs, pardon. Parce qu'effectivement, on a faux clients, faux fournisseurs, etc. Donc, on n'hésite pas à partager avec nos clients, nos principaux clients, nos principaux fournisseurs, dès qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, eux font de même. D'accord. Et alors, en termes de solutions extérieures qui vous accompagnent, j'ai compris que chez Luton, vous aviez pris une assurance, qui d'ailleurs, si je ne m'abuse, est une assurance Allianz Trade. Et donc, chez Aldes, vous avez souscrit à un logiciel de chez CSID. Pourquoi vous avez fait ces choix et selon vous, quels en sont les avantages et peut-être les points d'amélioration pour expliquer les différences de points de vue pour chacune de vos entreprises? Donc, au niveau de… Alors, nous, on a une assurance cyber, parce que s'assurer contre la fraude, c'est bien trop cher. Déjà, une assurance cyber, les prix ont quadruplé là, depuis un an. Et au niveau de SCSID, la seule amélioration que je vois, c'est que ce soit étendu au monde entier, en fait, parce qu'on aimerait vérifier les fournisseurs chinois, taïwanais. Alors, ça commence, hein, on peut déjà vérifier les identités. Voilà, des inconvénients, je n'en vois pas parce que c'est très efficace, tout est vérifié. On peut vérifier un fichier en entier en moins de 15 secondes. Et puis, les process aussi dans le logiciel de trésorerie. Alors, nous, on a Kiriba pour ne pas les citer, mais je pense que ça peut être… c'est surtout un problème de paramétrage. C'est-à-dire que là, Mathilde paramètre des workflows qui impliquent les directeurs de filiales, le service trésorerie, un membre de l'Excom. Voilà, donc c'est surtout au niveau de tous ces process et ces outils qu'on essaye de se protéger. D'accord, très bien. Et chez Luton, du coup, vous avez préféré passer peut-être par de l'assurance. Quels en sont Ce que je vous ai dit, c'est qu'on est chez Orange Business, Orange Cyberdéfense pour tout ce qui est préventif au niveau de notre système. Donc, c'était une solution qui nous a été proposée par ce prestataire-là, parce que c'est notre prestataire numéro 1, qui est venu un petit peu valider nos attentes dans le sens où ces tests nous permettent de faire évoluer notre système et de nous sensibiliser. Donc, ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne très bien pour un coût qui reste, somme toute, très digérable par notre structure. Et ensuite, l'assurance, c'est parce que nous, c'est un risque quand même majeur. On est une PME, donc on ne peut pas se permettre de ne pas l'assurer. Et ça nous permet surtout d'avoir une communication avec notre assureur qui, lui, nous sensibilise sur les risques parce qu'il n'a pas envie de nous dédommager, je peux le comprendre. Donc, c'est ce qui nous permet aussi de faire évoluer nos procédures en interne et d'être sensibilisés. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'assurance, nous, le problème, c'est vraiment le fait de bloquer notre activité qui serait dommageable à long terme. Parce qu'une fois que le préjudice est digéré, c'est une chose, mais après, la problématique, c'est les conséquences vis-à-vis de nos clients, qui peut être beaucoup plus dédommageable, et là, ils ne seraient pas pris en charge par l'assurance. D'accord. Très bien. Je vous remercie pour vos deux témoignages. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie questions-réponses. Donc, si l'auditoire a des questions à poser aux différents intervenants, vous pouvez les mettre dans le chat et puis je vais les adresser au fur et à mesure. Alors, j'attends parce que je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Alors, j'attends que les questions arrivent.
Alors, ça doit être des questions particulièrement longues. Alors, j'en ai une première. Donc, lors de la mise en place d'une assurance cyber alliance, y a-t-il un questionnaire? Donc, ça, c'est plutôt pour Armel, dans un premier temps. Lors de l'étude pour la souscription d'une police d'assurance, il y a effectivement toujours un questionnaire. Dans le cadre de ce questionnaire qui est plutôt synthétique, sont évoquées les procédures internes en matière d'usurpation d'identité et également les procédures internes en termes de moyens de paiement, quand on a parlé justement, les intervenants qui ont évoqué le fait qu'il y ait une séparation de tâches, de double signature, de vérification s'il y a des demandes de modification d'IBAN, de RIB ou de lieu de livraison. Ce sont donc les principaux aspects et également des questions qui ont trait à l'organisation informatique, puisque la police qui est proposée par Alliance Trade, c'est une police combinée qui couvre à la fois la fraude et la malveillance informatique. Donc oui, il y a un questionnaire, mais qui reste globalement assez synthétique par rapport à ce que je peux voir par ailleurs. D'accord, merci beaucoup Armel. Alors j'ai une question maintenant pour Séverine. Pourriez-vous nous indiquer les modalités de vérification de l'outil CSID? Est-ce qu'il s'agit, alors si vous avez l'information, d'un recroisement d'informations provenant de banques ou bien de bases de données fournies par vous-même auprès de CSID? Enfin, comment ça fonctionne sur la mise en place? Mathilde veut vous répondre, c'est la responsable. SCSID, c'est une plateforme collaborative en fait, où tous les clients mettent leur base de données à jour tous les ans. Mais en même temps, c'est aussi un contrôle via les banques par SEPA Mail Diamond. Donc, on a tous les contrôles possibles. C'est un croisement de tous ces contrôles qui permet donc de donner le score et donc la fiabilité du Liban Sirène qu'on contrôle. Et en plus, oui, c'est vrai. On peut aussi, si jamais ce tiers ne fait pas partie d'aucune base ou n'arrive pas à être contrôlé, on peut l'enrôler sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on lui demande de venir ajouter ses coordonnées bancaires qui sont après contrôlées par un service chez CSID pour valider sa fiabilité. D'accord, donc on fait un croisement d'informations pour s'assurer qu'on n'est pas sur quelqu'un qui est en train de frauder lui-même le système en rentrant un bénéficiaire supplémentaire. C'est ça. Okay. Alors j'ai une autre question pour Armel. Est-ce que, Armel, tu pourrais nous rappeler la différence entre une assurance cyber et une assurance fraude? Alors, une assurance cyber va prendre en charge des frais qui seraient supportés par une entreprise si elle subit une attaque cyber. Donc, ce sont des frais de reconstitution de données, de réparation, ce qu'on appelle également des frais supplémentaires d'exploitation. C'est des frais qu'une entreprise n'aurait pas subis si elle n'avait pas subi cette attaque. Et également des frais de perte d'exploitation. Nous avons évoqué tout à l'heure le fait qu'une entreprise peut être en cessation partielle d'activité. Il y a une prise en charge de la perte de marge brute. Ce sont l'essentiel des frais qui sont pris en charge. La nuance, c'est que ce qui ne sera pas pris en charge, ce sont les conséquences éventuelles sur des aspects de fraude externe. On a vu que l'usurpation d'identité ou la fraude externe étaient intimement liées à des attaques cyber. Et s'il y a des détournements de fonds et ou s'il y a des détournements de marchandises, les préjudices subis par l'entreprise ne seront pas pris en charge dans le cadre d'une police exclusivement cyber, mais sont pris en charge dans le cadre d'une police fraude. Et également, on a évoqué l'interne
comme un risque d'intensité et des indemnisations pour les assureurs qui sont extrêmement conséquentes, la fraude interne n'est pas prise en charge dans le cadre des contrats cyber. D'accord, donc peut-être bien prendre le temps de se faire expliquer ces différences-là lorsqu'on décide de souscrire à une assurance pour bien savoir contre quoi on est Ce protégé. qui est couvert et ce qui ne l'est pas également. Oui. Ok, alors il y a une remarque, pas forcément une question, sur le fait que il y a une participante effectivement qui compare le fonctionnement de CSID avec TrustPair, qui est utilisé pour chez eux apparemment. Très bien. Je ne sais pas, est-ce que Séverine, vous aviez étudié aussi la possibilité de travailler avec TrustPair ou vous n'en avez peut-être pas la connaissance? Si, très bien. Simplement, TrustPair, il y a beaucoup de grilles de non identifiés parce qu'ils ne payent pas le service CEPA-Mail Diamond. Je suis très au courant de tout ça. Donc, ça n'a rien à voir parce que vous avez un paquet de grilles et il y a eu une fraude récemment sur quelqu'un qui avait un indéfini. Voilà. Donc, je suis navrée, mais donc non, ce n'est pas pareil. Et après, je ne comprends pas bien la possibilité de valider les sources d'alimentation des bases de données validées par les banques. Parce que c'est le système CEPA-Mail Diamond. Oui. La validation par les banques, en fait, c'est CEPA-Mail Diamond, ce qui est uniquement chez CSID. Parce que ça a un coût, en fait. D'accord. Ok. Bah, peut-être demander, que Hélène demande des précisions complémentaires à ces deux prestataires. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas eu la réaction de Gérard Marsollet, si j'avais suffisamment répondu à sa question ou pas. J'imagine que oui, parce que sinon, j'imagine qu'il aurait mis un commentaire supplémentaire. Donc, j'imagine que oui. Mais on va attendre une minute de voir s'il y a des questions ou des remarques supplémentaires. Et puis sinon, il dit que c'est bon. Gérard nous dit que c'est bon. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste ici. Je tenais à remercier donc nos 4 intervenants qui ont pris enfin 5 intervenants qui ont pris de leur temps pour nous expliquer les résultats du baromètre, comment ça fonctionnait au sein de leurs différentes structures. J'ai eu une remarque, on m'a demandé si les slides seraient disponibles. Alors oui, normalement, on devrait pouvoir vous les envoyer. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous si jamais vous avez des remarques ou des questions qui viennent par la suite. Je vais laisser peut-être Armelle faire une petite conclusion, une petite synthèse et ensuite on vous libérera. Merci Claire. Effectivement, pour effectuer une courte synthèse de ce qu'on a pu entendre des différents intervenants, quand on parle de fraude de façon assez générale, on pense attaque cyber, mais bien penser que la fraude, c'est le cyber, c'est la fraude externe ou l'usurpation d'identité et également la fraude interne. En lien avec le sujet de la fraude interne, le fait que le contrôle interne doit être un sujet de la direction générale et doit être transverse, avec notamment le fait d'embarquer la fonction RH dans la lutte anti-fraude. Ce sont des risques importants pour les entreprises privées et publiques. Et comme ce qui a été évoqué par Bruno, c'est effectivement que l'État a fait de gros progrès dans la gestion des entreprises publiques et des collectivités, et également dans sa communication et sa sensibilisation. Pour autant, on reste avec des enjeux financiers pour les entreprises qui sont extrêmement importants, et dans le cadre des témoignages que l'on a pu entendre, on voit que l'accent a été mis sur la prévention au niveau des procédures internes qui ont progressé et dans certains cas qui se sont améliorées à la suite de fraudes qui ont été subies. Donc on a parlé de séparation de tâches, de double signature, de procédures
des quatre yeux, des vérifications d'IBAN et de lieu de livraison. Mais malgré tout, malgré toutes ces procédures de vérification, on voit que dans le cadre de ces témoignages, il y a eu des tentatives de fraude et également des fraudes avérées. Donc, c'est une nécessité, la prévention. Pour autant, ça ne prévient pas de toutes les fraudes. Le recours également à des prestataires informatiques pour améliorer les outils. Le recours à des fintech, on a parlé de SISID et de Trustpair, qui permettent en fait d'externaliser des procédures de vérification. Et bien évidemment, la sensibilisation des équipes qui reste le premier des aspects. En synthèse également, c'est qu'est-ce qui se passe après une fraude? Peu d'actions a posteriori, globalement, s'il y a eu des détournements de fonds ou de marchandises. Seule, globalement, une réaction très rapide permet de récupérer des fonds. Ou également l'assurance qui permet de se protéger sur de l'intensité et sur de la récurrence de ces fraudes. Et également, j'ai entendu le terme systémique, le fait que le risque cyber est aujourd'hui considéré comme un risque systémique, car globalement, beaucoup d'entreprises ont recours aux mêmes fournisseurs de solutions logicielles et on est avec un coût annuel qui est considéré comme supérieur au risque climatique. Et enfin, peut-être aller au-delà des idées préconçues. Quand j'ai entendu le recours à l'assurance fraude, c'est trop cher. Plus d'entreprises s'assurent, plus on mutualise ce risque et plus cela permet d'avoir des coûts raisonnables pour les entreprises. Donc, effectuer des études et des devis permet, dans certains cas, d'intégrer les budgets et de voir si on est vraiment de cette notion, c'est trop cher pour nous, sachant que, pour terminer là-dessus, globalement, et ça semble un peu répétitif parce que ce sont des choses que l'on répète souvent, la question n'est pas de savoir si on va subir une fraude, mais plutôt quand on va subir une fraude et donc d'être prêt et éviter les risques de défaillance et de pérennité pour l'entreprise. On a le cabinet BC qui a fait une étude et qui a chiffré ce risque à 80% pour les entreprises françaises dans les mois qui suivent une attaque. Donc, bien intégrer en amont tout ce qui peut être mis en œuvre et tous les plans pour gérer au mieux la crise à la suite d'une attaque. Eh bien, merci beaucoup, Armelle. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on mettra à disposition le replay et les slides. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci, au revoir, à bientôt. Merci.